Avant de vous montrer des exemples concrets, je vous explique juste les principes à la base de la conception de cette collection. D'abord, le nom Cabri Factory, c'est pour évoquer une caractéristique importante de la collection. Ce sont des activités numériques interactives prêtes à l'emploi, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont extensibles, paramétrables par l'enseignant à volonté, qui peut d'autre part créer de nouvelles activités autant que désiré. Donc c'est pour ça que factory au sens de fabrique, c'est une fabrique d'activités. Et les principes, c'est que d'avoir finalement une ressource numérique de grande souplesse et qui s'adapte à tous les cas de figure, tant du côté enseignant que du côté élève. En particulier, donc du côté enseignant, on veut s'adresser aussi bien aux enseignants qui sont des mordus de la technologie et qui vont être ravis de pouvoir créer eux-mêmes leurs propres activités avec notre ressource, qu'aux enseignants qui sont plus craintifs, plus réticents et qui préféreront peut-être utiliser en un premier temps les activités toutes prêtes pour après, au bout d'un an, se dire mais j'aimerais bien que ça soit changé et ceci et commencer à paramétrer nos activités. Donc on essaye de prendre en compte la diversité en fait des enseignants face aux nouvelles technologies et la diversité aussi de leur choix pédagogique parce que par rapport aux besoins de leur classe, peut-être qu'ils aimeraient rédiger autrement les consignes, poser une nouvelle tâche ou la poser autrement. Donc l'objectif général, c'est en fait de faciliter le travail de l'enseignant en respectant ses choix pédagogiques. Pour nous, c'est très important. On n'impose pas de pédagogie et justement notre ressource est faite pour que ce soit l'enseignant qui puisse utiliser notre ressource avec ses choix à lui. D'autre part, notre technologie est issue donc de la technologie Cabri. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous connaissez. Donc Cabri Géomètre, ça a été le premier logiciel de géométrie dynamique dans les années 80. Et puis après, il y a pour la géométrie plane, et après, il y a Cabri 3D qui a été donc diffusé, créé et diffusé sur la géométrie dans l'espace. Et puis nous avons étendu la technologie Cabri au-delà de la géométrie à toutes les mathématiques pour les rendre dynamiques. Et en particulier, donc, notre nouvelle technologie Cabri permet de créer des activités. Ce n'est plus seulement un environnement ouvert, ça permet à des auteurs de créer des activités sans avoir à programmer. Il n'y a pas de programmation flash. Ce sont les enseignants, les formateurs d'enseignants qui sont les auteurs et qui fabriquent directement les ressources. Et cette collection, donc, vous allez voir, elle a été faite par une équipe pédagogique de personnes qui sont des pédagogues, des enseignants ou des formateurs d'enseignants. Deux autres caractéristiques. On porte grande attention à la qualité de l'interface, comme dans tous les logiciels Cabri. Pour nous, c'est très important que l'utilisation en particulier des outils, parce qu'on donne des outils aux élèves, parce que les élèves vont vraiment faire des mathématiques en utilisant des outils, pas simplement cliquer sur des boutons. Eh bien, on travaille beaucoup la qualité d'interface de ces outils. Et puis, dans notre collection, on essaye de donner différents types d'activités, des activités plus ouvertes, ou des activités au contraire plus fermées qui vont servir de soutien ou d'entraînement, de façon à ce que justement les enseignants puissent trouver ce qui leur convient. Alors, je vous montre le sommaire élève pour la cinquième. Donc vous voyez, on trouve les grandes rubriques du programme, géométrie, grandeur et mesure, et à chaque fois, sur chaque thème, ici c'est un thème, on a 3 activités qui sont toutes prêtes, mais qui elles-mêmes seront paramétrables par l'enseignant. Et puis on verra que l'enseignant, lui, aura en plus un générateur. Je parcours le sommaire, donc il y a aussi du nombre et calcul, organisation et gestion de données, fonctions. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle les ateliers, qui sont des environnements ouverts, et je vous en parlerai. Mais d'abord, je vais entrer dans un cahier comme un élève. Par exemple, un cylindre et des airs. Alors, c'est dans le thème grandeur et mesure, calcul d'air, et en fait, le programme demande que les calculs d'air se fassent non seulement sur des figures planes, mais aussi sur des solides de l'espace, sur des objets de l'espace. Et notre technologie permet à la fois de travailler en géométrie plane et dans l'espace. Donc, je vais vous montrer, puisque c'est plus original, je vais vous montrer un calcul d'air dans l'espace. Quand j'ai cliqué en tant qu'élève sur la vignette, qui représente un cahier, en fait, c'est une vignette qui représente la page de titre d'un cahier, un dialogue est apparu disant « Voulez-vous réinitialiser l'activité ?» En effet, quand un élève joue un cahier,
et qu'il réalise la tâche qui lui est donnée, tout ce qu'il a fait est enregistré. Et si l'enseignant veut voir ce qu'il a fait, eh bien, il dirait non, mais ça lui permettrait de savoir comment ce cahier a été rempli par l'élève. D'autre part, vous verrez qu'il y a aussi une note et que l'enseignant peut voir la note, je montrerai ça plus tard, et le détail de la note. Donc, je dis oui, et j'entre maintenant comme un élève, excusez-moi, comme un élève, j'entre dans le cahier. Ça, c'est la page de titre. J'entre dans le cahier par le bouton qui clignote. Et je suis dans la page d'activité. Alors, il y a un texte qui dit que sur la table, il y a une boîte cylindrique. Donc, vous voyez qu'ici, on est en 3D, puisque la table même, je suis en train de faire un clic droit. Par un clic droit, je peux faire basculer le plan ou le faire pivoter, de façon à voir, par exemple, le cylindre sous tous les points de vue. Donc, il y a une boîte cylindrique. Et puis, il y a le patron ici, ABCD, de la surface latérale de la boîte. Et on peut agrandir ou diminuer le rayon de la boîte en déplaçant le point B. Vous voyez que ici, si je déplace, en fait, c'est le patron. À partir du patron, je peux changer le solide. Et ici, je change la hauteur du cylindre. Et on demande à l'élève de calculer l'aire latérale de la boîte. Donc, imaginons que je suis un élève et je clique sur l'outil distance parce que pour calculer l'aire latérale de la boîte, en fait, il faut que je calcule l'aire de ce rectangle. Donc, je prends l'outil distance et je demande l'affichage de la distance de ce point à ce point. Je reprends l'outil distance et je demande l'affichage de la distance de ce point à ce point. Et puis, je peux maintenant prendre une calculatrice et faire le produit de cette distance. Alors, vous voyez, je montre la distance, j'appuie sur multiplier, je montre la deuxième distance et j'obtiens le résultat. Et il suffit que je le glisse dans la réponse, la zone pour la réponse à la première question. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des mathématiques dynamiques. C'est-à-dire que si je bouge le point C, le calcul qui a été fait reste, le processus de calcul reste le même, mais le résultat change et on voit que quand le patron change, la hauteur du cylindre change et l'aire latérale change. De la même façon, je peux changer la longueur AB de ce rectangle, ce qui change la circonférence de la base du cylindre, et l'aire latérale change aussi. Alors, imaginons que l'élève ne sache pas calculer l'aire de la base. La seconde question est un peu plus difficile, parce que la seconde question demande en fait, AB, c'est la circonférence de la base du cylindre, donc pour calculer l'aire de la base, on a besoin de calculer le rayon, et donc, en fait, déjà, de faire le calcul du rayon à partir de AB, ce qui est un petit peu plus difficile parce qu'il faut diviser AB par 2π. Imaginons que l'élève le fasse mal, je mets 1, c'est simplement pour vous montrer comment. J'appuie sur valider. Donc, ici, j'ai donc un premier feedback, une petite coche verte, l'aire latérale est correcte, mais l'aire de la base n'est pas correcte. Et puis, j'ai un bouton d'aide qui clignote. Donc, je vais dans l'aide, en simplement appuyant sur ce bouton. Toutes nos activités sont conçues sur ce principe, à savoir qu'il y a une page d'activité et si on ne donne pas les bonnes réponses au premier essai, l'élève peut aller voir une aide. Alors ici, on explique que l'aire du patron est égale à l'aire latérale du cylindre. Peut-être un lien que l'élève n'a pas fait. Et puis, on lui dit qu'il peut voir en déplaçant C que la hauteur du cylindre varie, en déplaçant B, que le cercle de base du cylindre varie. On lui explique aussi qu'il peut enrouler en fait, le rectangle ABCD sur le cylindre. Et quelle relation? On lui pose une question. Quelle relation y a-t-il entre la longueur AB et la longueur du cercle de base du cylindre? Donc, l'élève peut revenir et se dire « Ah oui, AB, c'est en fait toute la circonférence, donc comment je peux trouver le rayon ?» Et peut-être ça peut le mettre sur la voie. Imaginons que ça ne le mette pas sur la voie et qu'il valide une deuxième fois une réponse fausse. Il a encore donc un message lui disant
que sa solution est fausse, mais il peut aller voir cette fois une page solution. Ici, il y a des explications, mais surtout, on lui présente aussi la solution grâce à une vidéo, comme une vidéo YouTube, et il peut cliquer, et donc, il peut voir comment réaliser le calcul pour la première question. Alors ici, pour lui, ce n'est pas très important, puisqu'il a bien réussi la première question, ça le conforte simplement dans ce qu'il a fait. Donc on voit le... Alors au passage, vous voyez, on a mis la calculatrice en fait à deux modes, le mode algébrique et le mode numérique. Et nous, on l'a mis ici en mode algébrique, parce qu'en mode algébrique, ça met la formule, en fait, ça écrit le processus de calcul sous forme symbolique. Maintenant, c'est la deuxième question qui est résolue. Alors ici, l'élève fait un calcul intermédiaire, il calcule le rayon, et c'est pour ça, auparavant, dans la vidéo, on voit qu'il a écrit rayon de la base dans une zone qui lui est réservée pour écrire. Il a trouvé le rayon de la base, il va le mettre dans cette zone de résultat intermédiaire parce qu'il va s'en resservir. Et puis ici, il fait le calcul à partir du rayon en utilisant la formule donc, de l'aire d'un cercle, d'un disque, pi que multiplie le carré du rayon, et puis il va déposer donc la réponse dans la zone de réponse. Et puis, dans la vidéo, on montre aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on change la hauteur du cylindre, seule l'aire latérale change, et pas l'aire de la base, et quand on change en fait la longueur, la circonférence de la base, à ce moment-là, les deux aires changent, à la fois l'aire latérale et l'aire de la base. Et ce n'est pas fini pour l'élève, parce que quand il revient en page d'activité, il a encore un essai. Et ça, c'est une caractéristique de notre collection, qui est originale et qui pour nous est importante, c'est le réinvestissement de la solution par l'élève. L'élève a vu une solution et il doit donc la réinvestir avec la calculatrice pour refaire le calcul. Alors, je ne vais pas le faire devant vous, et après, il valide. Alors, comme moi, je n'ai pas, en fait, réinvesti la solution, j'ai quand même la moitié des points, ce qui est pas mal, parce qu'en fait, dans notre barème, qui est tout à fait modulable, on a mis un point important au fait que l'élève qui n'a pas trouvé une réponse soit capable, en fait, de la réinvestir. Alors, avant de passer à autre chose, est-ce que vous avez des questions sur cette première activité que je vous ai montrée? Non, c'est clair. Très clair. Ok, c'est bon. Donc, je ferme en tant qu'élève. Alors, maintenant, si je vais vous montrer, imaginons que je clique sur la même activité. Si je dis non, vous voyez que je trouve le cahier rempli. Parce qu'en fait, ça enregistrait tout ce qu'a fait l'élève. Et si maintenant, je reviens et que je dis oui, je réinitialise le cahier et le cahier est vide. D'autre part, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'il est quand même important que l'élève puisse laisser une copie de ce qu'il a fait à son nom. Donc, c'est possible ici. Quand je suis dans la page activité, en tant qu'élève, je clique sur faire une copie et j'enregistre. Il y a copie, je vais le remplacer par mon prénom ou mes initiales, CL, et je vais le mettre là où l'enseignant m'a dit de le mettre. Alors, l'enseignant, il a probablement, je suis en 5e, un document élève de 5e, donc je vais le mettre là. Voilà. Et puis, aussi, vous voyez que si on clique sur la jauge, elle revient avec le score. Le score est entre 0 et 100, pour que ça soit différent un peu d'une note. Et puis, je quitte. Je quitte en tant qu'élève. Je vais mettre ceci en plus petit. Et maintenant, je vais prendre l'application enseignante. Parce que donc, notre collection est activable par deux types de codes. Il y a un code élève qui vous permet d'accéder au sommaire élève que vous avez vu. Et puis, il y a un code professeur. Et là, maintenant, ce que je vous montre en ce moment, en plein écran, c'est l'application vue, la collection vue du point de vue du professeur. Il y a deux petites têtes. Là, il le voit en tant que professeur et il peut même le voir aussi en tant qu'élève en cochant sur la tête de l'élève. Alors, en tant qu'enseignant, je vais aller chercher, ouvrir le cahier qui a été fait par Colette.
Alors, ça doit être ce cahier-là. Aujourd'hui, on est le 3 décembre, hein, ça doit être ça. Je pense, parce que je vois qu'il y a plusieurs, comme il y en a plusieurs, mais ça doit être celui-là, je pense. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, je me remets en grand écran. Vous voyez qu'en fait, j'ai 50. Il y a 50. J'ai une note de 50 sur 100 et puis j'ai mis en fait 48 secondes parce que je suis allée très vite. Et si je clique sur le bouton qui est à côté, en tant qu'enseignant, j'ai le détail de la note. C'est-à-dire que je sais que l'aire latérale a été réussi par Colette immédiatement au premier essai, mais qu'en revanche, jamais l'aire de la base n'a été réussi. Donc, cela permet à l'enseignant, il peut se contenter de regarder le cahier de cette façon-là. Ça lui permet de savoir comment ce qu'a fait l'élève dans le cahier sans aller voir de plus près les résultats numériques qu'il a vus. Maintenant, s'il veut, il peut aller voir, hein, il peut aller... alors ici, ce sont les pages d'aide. Il peut aller voir les... Vous voyez, ici, il peut aller voir ce qu'a fait l'élève et voir les résultats numériques. Mais nous pensons qu'en fait, les enseignants ayant déjà pas mal de travail, le fait d'aller directement dans la page de notes est déjà très intéressant pour eux, pour avoir une vision globale de comment l'élève s'est débrouillé dans le cahier par rapport aux 3 essais qui lui sont proposés. En particulier, ça peut être intéressant pour un enseignant de voir que l'élève n'a finalement trouvé les réponses correctes qu'au 3e essai. Pendant que j'y suis, vous avez des questions là-dessus? La collection est je pourrais dire en offline, c'est-à-dire qu'on la télécharge, mais elle n'est pas sur une plateforme. Donc, mais l'idée, c'est très rapidement qu'elle puisse être disponible sur une plateforme où à ce moment-là, on pourra utiliser effectivement les possibilités de la plateforme et avoir ce type effectivement d'informations sur l'ensemble de la classe, de savoir combien ont réussi tel et tel cahier au 2e essai, au 3e essai, etc. Ici, vous voyez, je suis en tant qu'enseignant, puisque c'est cette petite figure-là qui est cliquée. Si je clique sur ce bouton, je peux régler le poids relatif des différentes questions. Des points rouges sont apparus. Et si dans ma classe, par exemple, j'ai des élèves qui ne sont pas très avancés, mais je voudrais quand même que ces élèves sachent calculer l'aire latérale d'un cylindre à partir de l'aire du patron du tour du cylindre, je vais considérer que cette question est très importante. Donc, je vais lui mettre un grand poids. Et après tout, l'aire de la base, c'est un petit peu plus difficile. Donc, pour ces élèves-là, je vais minorer. Par exemple, je vais mettre 30% sur cette question. Et je clique sur ce bouton-là parce que j'ai fini le réglage. Et maintenant, la prochaine fois, j'enregistre. Et la prochaine fois que l'élève utilisera ce cahier, je donne un nom à je peux, en tant qu'enseignant, je peux enregistrer sous. Hein. Donc ici, je fais enregistrer sous un cylindre et des airs. Et puis, je mets, là, au lieu de mettre CLCopi, je vais mettre une question pour que je me souvienne que c'est une question qui est importante. Et puis, je le mets aussi à l'endroit où je veux. Donc là, je ne vais pas le faire. Et à ce moment-là, dans ce cahier-là, l'élève l'aura avec ce barème. Donc, on peut très bien, une même activité, faire un barème différent suivant les élèves. C'est-à-dire garder l'activité telle qu'elle est avec 50% sur les 2 questions pour les élèves plus avancés. Et puis, simplement changer le barème et l'enregistrer sous un autre nom pour les élèves moins avancés dont on souhaite qu'ils se focalisent sur la première question. Et on met un poids plus important sur la première question. Alors, ce n'est pas terminé parce que toujours dans cette même idée, je vais revenir en tant qu'enseignant à la page d'activité. Toujours en tant qu'enseignant, vous voyez qu'ici, il y a 2 questions dans l'énoncé. Eh bien, je peux très bien décider, pour les élèves qui ont vraiment du mal, de ne mettre que la première question. Donc, ça sera encore un 3e niveau. Pour les élèves encore moins avancés. Ceux-là, je ne leur pose que la première question parce que je considère qu'elle est très importante. Et à ce moment-là, quand je vais dans la page de notes, eh bien, il n'y a plus qu'une question qui compte pour 100%. Automatiquement, donc, le barème a été revu
en fonction du nombre de questions que j'ai choisies. Donc ça, c'est un paramétrage possible. Et de la même façon, l'enseignant peut aussi enregistrer ce cahier. Enfin, finalement, pour vous montrer aussi, on peut très bien aussi dire non, non, mais moi, je ne veux pas leur faire calculer l'aire latéral de la boîte, je veux leur faire calculer, par exemple, je veux leur faire calculer l'aire de la base, mais avec plusieurs questions. Donc d'abord, la première question, ça sera calculer le rayon de la base. Et puis après, je garderai la deuxième question. Donc on change la première question, et c'est possible ici. Il y a un éditeur, vous voyez, on est rentré dans un éditeur de texte, on peut taper, on peut effacer ça, on peut taper une autre question, on peut choisir la police, choisir la couleur ici, donc on fait ce qu'on veut. Et ici, en revanche, ici, il va falloir mettre la réponse à la première question, à la nouvelle première question qu'on a posée, pour que toute la mécanique, en fait, des feedbacks puisse être valable. Donc il va falloir soi-même, si on demande le calcul du rayon, calculer avec la calculatrice le rayon, comme je l'ai fait tout à l'heure, et puis le mettre ici. Et on enregistre le cahier. Donc voilà, je vous ai déjà présenté beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est riche en termes de différenciation pédagogique. C'était l'objectif, exactement. Pour nous, c'est très important, exactement. En fait, finalement, les nouvelles technologies, ce qu'il faut, c'est utiliser ce qu'elles apportent de plus pour aider l'enseignant. Et c'était notre idée. Hein. C'était qu'il y ait une souplesse, en fait, pour l'enseignant qui facilite son travail. Imaginez qu'il ait à faire 3 exercices différents pour 3 groupes de la classe. Bon, il peut le faire, mais après, il va le garder d'une année à l'autre, il va toujours mettre les mêmes, alors que nous, dans l'informatique, avec l'informatique, c'est très facile de changer le texte, de changer la réponse. D'autre part aussi, ce que je voudrais souligner, c'est que tous ces cahiers, donc ces nouvelles activités que l'enseignant enregistre, il peut très bien les mutualiser avec les enseignants. S'il y a par exemple un ENT dans son établissement ou un serveur, il peut très bien les mettre sur le serveur à disposition des collègues. Hein. Disons que de ce point de vue-là, nous permettons, il y a une licence Creative Commons qui fait que tout ce que font les enseignants à partir de ce que nous, on a fabriqué, sur lequel nous, on a le copyright sur ce qu'on a fabriqué, mais tout le reste, en fait, appartient aux enseignants de l'établissement qui ont pris une licence donc de la collection. Et on pense aussi qu'ainsi, on va favoriser finalement les échanges entre enseignants. Parce qu'il y aura toujours un enseignant qui sera peut-être intéressé pour essayer une activité qui a été changée par un autre enseignant. Et puis pour pouvoir réagir, lui dire comment ça s'est passé dans sa classe. Donc je vais sortir de ce cahier. Alors je ne vais pas enregistrer, on pourrait enregistrer toutes les modifications que je vais faites, mais moi je ne vais pas enregistrer. Je vais peut-être aller dans le sommaire professeur de 6e pour changer un petit peu. Par exemple, là je vous ouvre une activité de géométrie, de construction géométrique, puisque dans la page de titre, je ne vous l'avais pas commenté avant, il y a le nom de l'activité qui est changeable. Hein. Vous voyez, l'enseignant peut changer le nom de l'activité. Ça nous paraît aussi très important, parce qu'il peut vouloir avoir un certain code avec ses élèves et préférer d'autres noms. Et puis, et ici, c'est toujours la capacité du programme. Donc, en dessous du titre du cahier, qui sert à le distinguer des autres titres, en fait, on indique la capacité principale auquel renvoie ce programme. Donc ici, c'est construire une figure simple avec un logiciel de géométrie dynamique, puisque c'est au programme de Cyclope. En tant qu'enseignant, quand je parcours le cahier, je ne vous l'avais pas montré ça encore, je tombe d'abord sur des pages professeurs qui expliquent les objectifs d'apprentissage de l'activité et comment le professeur peut paramétrer, puisque vous avez vu qu'on peut paramétrer l'activité, on lui donne des conseils. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Est-ce que l'exercice sera plus facile, plus difficile? On peut changer les outils qui sont à disposition des élèves et de la même façon, on ne favorise pas les mêmes stratégies de réponse, qui peut être très intéressant. Et puis, on dit aussi, à notre avis, quand l'exercice peut être donné. Et puis, on continue, là, il y a une deuxième page du professeur où on explique comment on atteint la solution. Ça nous paraît important que rapidement l'enseignant puisse voir les grandes étapes de la solution avant même qu'il le fasse. Et on explique ce qui va se passer du point de vue des rétroactions du logiciel aux constructions des élèves. Et puis on rentre à ce moment-là dans la page d'activité. Et je vais me mettre
Je vais me mettre en plein écran. Je ne sais pas si vous la voyez bien pour que vous la voyez un peu mieux. Et donc, c'est comme pour l'autre activité. Ici, on a la page d'activité élève. On la voit en tant qu'enseignant. Donc, la page d'activité élève, elle fait ce tour-là, le bandeau bleu, jusqu'en bas et la première rangée de boutons. C'est ça, la page d'activité élève. Et tout le reste, c'est destiné à l'enseignant. Ici, c'est la note dans la page, une note opérationnelle qui lui dit tout ce qu'il peut faire, comment il peut paramétrer le nombre de sommets, il peut changer le nombre de sommets à construire, il peut enregistrer avec une vidéo. Je vais vous montrer comment on fait justement. Vous avez vu qu'il y avait une vidéo de solution, mais l'enseignant peut en construire d'autres et je vais vous montrer à quel point c'est simple. Et ici, c'est d'autres outils que l'enseignant peut choisir aussi de mettre à disposition des élèves pour changer les stratégies de réponse. Alors ici, on demande à l'élève de compléter la figure afin d'obtenir le losange de côté AB et de centre O. Et on lui dit, attention, ta figure doit rester un losange quand tu déplaces le point A ou le point B parce que, comme vous le voyez, le point A et le point B sont déplaçables. Il s'agit bien de géométrie dynamique. Donc, ce sont des points déplaçables et donc la figure que doit construire l'élève doit rester toujours un losange quand l'élève déplace. Imaginons que l'élève le fasse au jugé. En général, ça peut être la première réaction des élèves, c'est-à-dire il prend l'outil quadrilatère et puis il se met à peu près comme ça, voilà, et à peu près comme ça. Bon, c'est pas un très très beau losange que j'ai fait. C'est un peu mieux là, d'accord? Et on lui dit quand tu as fini, clique sur ce bouton. Donc en fait, le quadrilatère se déforme et ça n'est pas bon. Alors imaginons donc l'élève supprime ce quadrilatère et imaginons qu'il construise un petit peu mieux. En fait, il construit un petit peu mieux sa figure en décidant de construire les diagonales et il va mettre, par exemple, cette fois quand même au jugé, mais un point ici, par exemple, et puis un point ici. Et il va, cette fois, vérifier ces points en mettant les points test sous ces points. Et il peut valider. Et on lui dit non, ça n'est pas correct. Et il peut aller voir une aide dans laquelle il explore. Il a une figure, un losange qui explore avec des conseils. Et puis il peut valider de nouveau et il va avoir une solution dans laquelle il peut voir de nouveau, par exemple, la vidéo de construction par symétrie axiale. Alors c'est comme tout à l'heure, vous voyez, en fait, il voit la construction. Là, ça va être très vite fait. J'utilise l'outil symétrie axiale qui donne les sommets du losange. C'est en sixième. C'est en sixième, oui. En sixième, il y a symétrie axiale. Donc, en sixième, la symétrie axiale est enseignée en sixième. Alors, donc, c'est une stratégie qu'il peut utiliser, mais si l'enseignant pose l'activité, et c'est là où je vais maintenant revenir je vais revenir avec le sommaire professeur pour que je vais réinitialiser cette activité et puis je vais revenir dans le sommaire professeur pour que vous puissiez voir comment le professeur, je me mets en mode professeur, je suis professeur maintenant, comment le professeur peut décider justement de changer. S'il n'a pas enseigné la symétrie axiale, j'ai simplement fait un rectangle de sélection sur ce bouton et je le déplace et il ne sera plus visible. Je me mets comme si j'étais un élève ici. Un outil. Voilà. Et vous voyez, il n'est plus. Il n'a plus l'outil symétrie axiale, il faut donc qu'il utilise une autre stratégie de construction. Donc, vous voyez comment, simplement, en choisissant les outils qu'on met à disposition, on change les solutions. Alors, imaginons que, par exemple, l'enseignant décide, non, moi, cette activité, elle est trop dure. Je ne veux demander qu'un sommet, que la construction d'un sommet. Donc, je vais le montrer, ce sommet-là. Je vais le montrer, je vais le considérer comme déjà construit. Ça sera le sommet, et je vais même l'appeler C, ici, avec l'outil texte. Je peux même agrandir, le mettre en italique. Vous voyez, on a vraiment un éditeur de texte. Je peux déplacer
le nom de ce point ici autour, et je demande à l'élève seulement de construire le dernier point. Alors je modifie évidemment le texte, mais il n'y a pas de vidéo de solution pour l'instant dans le cahier qui montre seulement la construction d'un point. Donc, je fais moi-même en tant qu'enseignant la vidéo et c'est très rapide. J'ai cliqué sur ce bouton qui est, vous voyez, en bas, là, à gauche, enregistrer. Une fenêtre de vidéo apparaît que je peux régler, hein. Je peux la bouger, je peux l'agrandir par le bas, donc je choisis sa place. J'appuie ici sur le bouton rouge pour commencer l'enregistrement. Et puis, donc, ce que je veux faire, c'est finir le losange. Alors ici, j'ai beaucoup de stratégies possibles parce que j'ai déjà 3 points. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire, puisqu'un losange est un parallélogramme, une parallèle à ce segment, passant par ce point. Et puis, je vais construire ce côté du losange pour pouvoir construire une parallèle à ce segment, passant par ce point. Et ici, maintenant, je mets un point. Et voilà, j'ai fini ma vidéo. Et je clique ici. Quand je clique, j'ai un bouton. Je vais le mettre ici. Et puis, je vais le faire jouer. Et vous voyez, on rejoue cette vidéo. Alors ici, elle est jouée dans cette page. Mais bon, je vais arrêter la vidéo parce que c'est exactement la même que ce que je vous ai fait. Donc, ce n'est pas la peine que vous la voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce bouton, en fait, l'enseignant, il le met dans la marge pour que l'élève ne le voit pas. Il le sélectionne. Il fait CTRL-C, vous copiez. Et puis, il va dans la page de solution, CTRL-V, et il va le remettre, ici, il va le mettre à la place des vidéos qui sont présentes, puisqu'il a modifié la tâche. Vous voyez que c'est très rapide, donc du coup, pour lancer, de construire, en fait, de modifier l'exercice, c'est très rapide, en particulier, donc, de donner une solution. Il n'a même pas de texte à écrire. La vidéo, de ce point de vue-là, est très parlante. Est-ce que vous avez des questions? On est tous ébahis. Non, c'est puissant. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre encore. J'espère que ça ne fait pas trop d'informations. Et sachez que pour toutes les personnes qui ont suivi donc, la formation, les formations que nous proposons, après, nous donnons un accès à la collection. Un accès qui sera limité dans le temps. On n'a pas encore défini la durée, mais ça vous permettra aussi de voir à tête reposée, parce que j'imagine que je vous montre tellement de choses que pour vous, ça vous fait beaucoup de choses à retenir. Alors, vous voyez, ici, je suis dans le thème construction, symétrie orthogonale, et en 6e, et j'ai 3 activités. Je vous ai montré particulièrement l'activité losange en vous montrant qu'elle était paramétrable. Mais si je clique ici, je me mets en tant qu'enseignant, si je clique ici,
Non, on est saisis, hein. Bon, ah si, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Ah ben, voyez, encore. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer encore. C'est qu'il y a des... Nous avons donc, je vous ai dit au début, nous avons des cahiers. Nous avons des cahiers qui sont très différents, puisque ça va aussi bien des problèmes à résoudre, qui ne sont pas très faciles, avec plusieurs questions, que l'enseignant peut paramétrer en diminuant le nombre de questions. Et puis, on a plus des exercices d'entraînement. Et à ce moment-là, on va avoir un recyclage, c'est-à-dire que la même activité sera proposée à d'autres données engendrées aléatoirement. Donc, je vais vous le montrer ça en sixième en tant qu'élève. Je vais prendre longitude. Je suis un élève, alors je réinitialise le cahier, je le veux dans l'état initial, et je vais vous le mettre en plein écran. Donc voilà. Alors ici je suis sur du rangement de nombres décimaux. Donc en fait c'est placé dans un contexte. L'idée c'est que ce sont des longitudes. En fait, dans la mesure où maintenant, en fait, on a l'habitude d'écrire, on a changé un petit peu la façon d'écrire les longitudes en navigation. On les écrit comme des nombres décimaux. Et puis, on imagine qu'il y a un récif inconnu dans le Pacifique, dans l'hémisphère sud. On connaît sa latitude, mais on ne connaît pas sa longitude. Et il y a un bateau qui est chargé de faire toutes les longitudes pour arriver à le trouver. Donc, en fait, on demande à l'élève, finalement, de classer, de ranger par ordre croissant les nombres décimaux. Alors, vous savez qu'en fait, cette tâche de ranger des nombres décimaux n'est pas du tout facile pour les élèves dans la mesure où les parties décimales n'ont pas le même nombre de chiffres après la virgule. Parce que ce que l'élève va faire, c'est qu'il va prendre les parties décimales comme des entiers. Donc, il va faire ça. 3, 4, 6. C'est dommage pour lui, mais bon. 7. Et puis 746, parce que ça c'est très, très, très grand. Voilà. Et pour lui, ça, c'est rangé. Et évidemment, il a de la chance, il a quand même ça qui est bien. Mais là, il y a des problèmes. Donc, il va voir l'aide. Et l'aide aussi, je pense on profite de l'aspect dynamique de la ressource. L'aide est quand même très intéressante parce qu'ici, on a deux curseurs. Là, on a un curseur que l'élève peut bouger et qui se déplace de 0,1 en 0,1, volontairement. Donc ici, il est entre 0,2 et 0,3. Il peut le voir en bougeant ce curseur. Et ici, on a un curseur plus fin. On a un curseur qui affiche 3 chiffres après la virgule. Donc ici, il est à 0,201. Et là, on voit qu'il est plus grand que 0,2. Et pourtant, voilà, vous voyez, il est à 0,223. Donc ça va être des nombres plus grands, effectivement, que 0,2. Mais ici, s'il se met ici, c'est ça qui est surprenant pour l'élève, c'est qu'il a 148, qui est beaucoup plus grand que 2, et pourtant, 0,148 est plus petit que 0,2. Et ça, il le voit, justement, en bougeant ce curseur. Donc, c'est d'ailleurs ce que recommandent les programmes. Les programmes recommandent de faire placer des nombres décimaux sur des demi-droites graduées pour comprendre comment se placent les nombres décimaux les uns par rapport aux autres. Simplement, imaginez de placer un nombre décimal avec 3 chiffres après la virgule sur du papier crayon, c'est pas facile, hein. Donc ici, on profite vraiment de l'apport de la technologie pour pouvoir faire travailler les élèves avec 3 chiffres après la virgule. Donc il a l'aide qui peut un petit peu le renseigner. Imaginons qu'en fait, il n'utilise pas bien cette aide. À ce moment-là, il ira dans la solution et cette fois, en fait, dans la solution, on lui donne l'ordre, mais surtout, on lui donne 5 curseurs dans lesquels il va pouvoir essayer de trouver ces nombres-là et de voir comment ils se situent les uns par rapport aux autres. Il valide une dernière fois, puisque c'est son 3e essai. Alors, je n'ai pas une trop mauvaise note, parce que j'avais quand même 3 nombres qui étaient bien placés. Mais vous voyez, c'est là où je veux attirer votre attention. J'appuie sur « Recycler » et j'ai des nombres différents. Je n'ai plus les mêmes nombres. Et ça, je peux le faire autant de fois que je veux. Donc, c'est avec l'idée, parce qu'il va y avoir des élèves qui vont probablement comprendre très vite le rangement des nombres décimaux. Mais il y en a d'autres pour lesquels ça va demander du temps. Nous, on a vu que des élèves qui, encore au lycée, ne savent pas très bien les ranger. Il y a encore des gros problèmes en seconde, par exemple. Donc, ces élèves-là, on a envie de leur dire, bon, ben, entraîne-toi là-dessus. On ne va pas passer
toute une séance à ranger des nombres décimaux avec toute la classe. Donc on voit aussi très bien l'utilisation de ce type d'activité en soutien à la maison. Par exemple, on dit à l'élève de s'entraîner, et puis ça lui permet de s'entraîner, ou CDI pendant des heures d'études. Donc un cahier d'entraînement, une activité d'entraînement en soutien. Donc là, je vais le fermer. Je vais juste le recycler. Je vais aller, juste pour vous montrer, je vais aller je voudrais retrouver le sommaire, je ne sais plus si j'ai le sommaire professeur 6e, je ne le retrouve plus là, je vais aller me le rechercher rapidement pour vous montrer comment l'enseignant peut paramétrer en fait le cahier dans ce cas-là. Et ça contribue aussi, à mon avis, à la formation des enseignants, en particulier pour les enseignants en formation initiale. Ça peut être, nos pages professeurs peuvent être très intéressantes. Je vais aller chercher donc ce cahier longitude que j'ouvre en tant qu'enseignant. Et vous voyez ici, eh bien, on permet à l'enseignant de décider que, eh bien, il y aura des zéros. Pour l'instant, il y a des zéros après la virgule, dans les nombres arrangés. Mais je peux très bien choisir de ne pas avoir de zéro, ce qui est peut-être plus facile, parce que quand il y a des zéros, c'est parfois plus difficile. Donc, il peut aussi choisir les bornes inférieures des nombres arrangés. Ici, vous voyez, je change, et puis je change ici, je vais permettre d'avoir des nombres avec des plus grandes parties entières. Donc, j'ai ici encore là des possibilités de paramétrer. Donc, je n'enregistre pas. Et puis, je peux aussi, cette fois, aller dans le générateur même, et je vais vous montrer en tant qu'enseignant, je vais vous montrer ici. Alors, en tant qu'enseignant, on voit qu'on a quatre grandes catégories de choix. Le choix du nombre de chiffres de la partie décimale, le choix des parties entières quelconques, tous les nombres ont la même partie entière, et le choix des chiffres des dixièmes qui sont égaux à 0 ou pas. Et puis la borne inférieure, la borne supérieure. Et ça correspond à ce que nous appelons, à ce qu'on appelle des variables didactiques. Ce sont en fait des variables qui sont telles que quand on change leur valeur, eh bien la tâche change de difficulté pour l'élève. Et c'est pour ça que nous trouvons intéressant que l'enseignant puisse les manipuler, et que nous trouvons aussi que finalement, utiliser cette ressource aussi en formation initiale d'enseignants, ça peut être intéressant pour rendre conscients les futurs enseignants des variables sur lesquelles ils peuvent jouer pour favoriser des apprentissages. Donc voilà, je crois que je vous ai... Bon, je ne suis pas rentrée du tout dans tous les cahiers, ils sont très différents, très divers, mais je vous ai montré, je pense, les grands principes. Donc, peut-être avant de nous quitter, bon, j'aimerais un peu avoir vos réactions, comment vous voyez les choses. On a une question, la question qui tue en général, c'est ça coûte combien? Ça coûte, en ce moment, il y a un prix de lancement qui est jusqu'au 20 décembre. Ça coûte 99 € pour tous les ordinateurs de tout l'établissement pour 1 an, avec 100 accès élèves à la maison, par niveau.